Je suis assis dans mon appartement, celui que j'ai acheté il y a 4 ans, à l'âge de 29 ans. C'est un bel endroit, bien agencé, dans un quartier agréable, tout ce que je voulais. Je travaille dans l'informatique et je me débrouille plutôt bien, alors j'ai réussi à économiser pour cet appartement plus rapidement que la plupart des gens de mon âge. Lorsque j'ai pendu la crémaillère à l'époque, il n'y avait que mes collègues de travail et quelques amis de l'université. Mes parents n'étaient pas là. Ma sœur aînée non plus. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est une longue histoire qui remonte à une quinzaine d'années. Au fait, je m'appelle Audrey. J'ai 33 ans aujourd'hui, et je crois qu'on peut dire que je me suis débrouillée toute seule. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, car cela n'a pas été facile. À l'âge de 14 ans, j'étais passionnée de programmation. Je veux dire, vraiment. J'y passais le plus clair de mon temps à coder, à participer à des concours nationaux de programmation, et je gagnais même des prix. J'étais douée et je savais que je voulais en faire mon métier. J'ai donc posé ma candidature à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, dont le plus prestigieux dans mon domaine. J'ai reçu des réponses et j'ai eu le choix. Quelques établissements m'ont offert des bourses complètes, ce qui était formidable. Mais l'établissement que je voulais vraiment fréquenter, le meilleur, ne m'a offert qu'une bourse partielle couvrant 70% des frais. Les 30% restants représentaient une somme énorme que je n'avais pas. Je me suis dit que mes parents allaient m'aider. Je veux dire, c'est ce que font les parents, n'est-ce pas? Ils soutiennent l'éducation de leur enfant, surtout lorsque celui-ci se débrouille bien et qu'il a de réelles chances d'avoir un bel avenir. J'ai donc abordé le sujet lors d'un dîner en famille. Il y avait moi, mes parents et ma sœur aînée Sarah, qui a 7 ans de plus que moi. Elle était là avec son fils de 2 ans et son mari. Ils vivaient à l'époque dans un appartement loué, séparés de mes parents. J'ai expliqué la situation à tout le monde. Je leur ai parlé des offres de bourse d'études et du fait que je voulais vraiment aller dans cette université en particulier. J'ai dit que j'aurais besoin d'aide pour couvrir les frais restants. La réaction que j'ai eue n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Ma mère m'a regardée et m'a dit « Audrey, tu es assez intelligente pour te débrouiller toute seule. » Mon père a acquiescé et a ajouté « N'as-tu pas participé à tous ces concours pour rien ? Si tu es vraiment si intelligente, tu devrais demander une bourse d'études quelque part. » J'étais choquée. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il s'agissait de mes parents, et ils étaient en train de me dire que je devais me débrouiller seule. Mais je me suis alors souvenue de quelque chose. Quelques années auparavant, mon grand-père était décédé et avait légué de l'argent à ma mère, spécifiquement pour mes études. Je le savais parce que j'avais entendu des conversations à ce sujet. « Attendez, ai-je dit, mon grand-père n'a-t-il pas laissé de l'argent pour mes études ? » Je le sais. Le visage de ma mère est devenu froid. Nous avons décidé d'utiliser cet argent pour permettre à Sarah et à sa famille d'acheter un appartement. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, mais c'était mon argent. Grand-père l'avait laissé spécialement pour mon éducation. Mon père a claqué la main sur la table. La conversation est terminée, Audrey. C'est alors que ma sœur Sarah a souri, de ce sourire suffisant et satisfait que je n'oublierai jamais. Tu as toujours pensé que tu étais la plus intelligente de la famille, Audrey. Maintenant, c'est l'occasion de le prouver en allant à l'université sans argent. Et ils ont tous ri. Mes parents, ma sœur et même son mari se sont mis à rire. Ils se moquaient de moi, de mes rêves, de ma situation. C'était comme s'ils trouvaient drôle que je me batte. À ce moment-là, tout est devenu clair pour moi. J'avais toujours su que j'étais au second plan dans cette famille. Sarah avait toujours été la préférée, celle qui obtenait tout ce qu'elle voulait, celle qui était soutenue quoi qu'il arrive. Et moi, j'étais juste l'intelligente qui était censée se débrouiller toute seule. Je l'avais su toute ma vie, mais j'avais espéré que les choses seraient différentes quand elles seraient vraiment importantes. Mais non, rien n'allait changer, jamais. J'ai donc pris une décision à cette table, j'allais partir. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante, la sœur de ma mère, et lui ai demandé si je pouvais rester avec elle jusqu'à ce que je trouve une solution pour l'université. Elle a immédiatement accepté. Sans poser de questions. Elle avait toujours été gentille avec moi et je pense qu'elle comprenait ce qu'était ma famille. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis partie. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai juste laissé un mot disant que j'allais rester chez ma tante. Le soir même, ma mère m'a répondu par SMS, « Bien. » C'était tout, juste bon. Tu vas manquer à 1000,
prends soin de toi ou quoi que ce soit de ce genre. C'était juste une reconnaissance que j'étais partie. J'ai fini par m'inscrire dans une université d'un état voisin qui m'a offert une bourse complète et un logement en résidence payé. Ce n'était pas l'école prestigieuse dont je rêvais, mais c'était suffisamment bien et c'était complètement gratuit. Pendant mes études, j'ai travaillé à temps partiel pour avoir de l'argent de poche. Ma tante m'a parfois aidé, en m'envoyant de l'argent quand j'en avais besoin. C'était le seul membre de la famille qui se souciait de mon bien-être. Mes parents. Ils m'envoyaient des messages pour les anniversaires et les fêtes, mais ils ne m'invitaient jamais aux réunions de famille. Je passais Noël avec ma tante. C'était mieux ainsi. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retournée vivre dans ma ville natale pour me rapprocher de ma tante. J'ai trouvé un emploi dans une société de logiciels qui travaille avec de grandes entreprises technologiques. Je travaillais à distance, je gagnais bien ma vie et je recevais des primes pour les programmes que je créais et vendais. À 29 ans, j'avais économisé suffisamment pour acheter cet appartement. J'avais l'impression d'avoir accompli le plus grand exploit de ma vie, non seulement parce que j'étais propriétaire, mais aussi parce que je l'avais fait entièrement seule, sans l'aide des personnes qui étaient censées me soutenir. Et cela nous ramène à aujourd'hui. J'ai 33 ans, je réussis, je suis indépendant et je n'ai pas parlé à ma famille depuis des années. À l'exception des brefs messages de vacances. Du moins, c'était le cas jusqu'à hier, lorsque j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Je travaillais sur mon ordinateur lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. D'habitude, je ne décroche pas les appels inconnus, mais celui-ci n'arrêtait pas de sonner. À au bout de la 3e fois, je me suis dit que c'était peut-être important. Allô ? Audrey, c'est ta mère. J'ai failli lâcher le téléphone. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, à l'exception des brefs appels de vacances. Comment as-tu eu ce numéro ? C'est ta tante qui me l'a donné. Je dois te parler de quelque chose d'important. Peux-tu venir à la maison ? Je ne voulais vraiment pas les voir, mais j'étais curieuse. Après 15 ans passés à m'ignorer, qu'est-ce qui pouvait être si important pour qu'ils me contactent ? D'accord, mais quand ? Ce samedi, ce serait bien. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé ma tante. Tu as donné mon numéro de téléphone à ma mère ? Oui, chérie, elle est venue me voir et me l'a demandé. Elle avait l'air contrariée par quelque chose. J'ai pensé qu'il était peut-être temps que vous parliez tous ensemble. Le samedi est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Elle était toujours la même. En entrant, j'ai vu mes parents et un jeune homme que j'ai à peine reconnu. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il s'agissait de mon neveu, le fils de Sarah. Elle avait 18 ans, il était grand et mince, avec des cheveux noirs comme sa mère. Où est Sarah ? Demandai-je. Le visage de ma mère s'est assombri, c'est en partie pour cela que nous t'avons fait venir. J'ai fait le tour de la maison, j'ai regardé mon ancienne chambre au 2e étage. Tout était différent maintenant. Les affaires de Sarah étaient partout, elle avait manifestement vécu ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je en redescendant. Mon père s'est raclé la gorge. Sarah a divorcé de son mari il y a 3 ans. Ils ont vendu leur appartement et partagé l'argent. Sarah et son fils sont revenus vivre avec nous. Ma mère s'empresse d'ajouter, nous allions utiliser l'argent de la vente de l'appartement pour payer ses études. Il veut aller au MIT pour faire de la programmation, comme tu l'as fait avec les ordinateurs. J'ai regardé mon neveu, il me fixait avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Il n'était pas amical, mais pas hostile non plus, juste en train d'évaluer. Mais il y a un mois, poursuit mon père, Sarah a rencontré un homme sur Internet. Elle s'est enfuie avec lui et a pris tout l'argent du compte. Elle a laissé son fils ici avec nous. Je ne suis pas surpris, Sarah a toujours été impulsive et égoïste. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Tu es sa tante, dit ma mère. Il a besoin d'aide pour payer ses études. Le MIT coûte cher. Et maintenant il n'a plus d'argent, point. Tu as de l'argent, a ajouté mon père. Vous avez réussi. Tu peux te permettre de l'aider. J'ai regardé mon neveu à nouveau. J'ai essayé de ressentir quelque chose, un lien familial, une envie d'aider. Mais je n'ai rien ressenti. Je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. Pour moi, ce n'était qu'un étranger qui partageait un peu d'ADN. J'ai dit simplement, non.
Je ne paierai pas pour son université. C'est la responsabilité de ses parents, de Sarah et de son ex-mari, pas la mienne. Le visage de ma mère est devenu rouge. Comment peux-tu être aussi insensible? Il fait partie de la famille. C'est alors que je me suis souvenu des mots exacts qu'ils avaient prononcés lors de ce dîner, il y a 15 ans. J'ai souri froidement. S'il est si intelligent, il devrait se débrouiller tout seul. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit? Mon père s'est levé. C'est différent. Tu as toujours été le plus intelligent, tu pouvais te débrouiller, point. Et lui? Il ne peut pas? Il s'inscrit au MIT, non? Ça m'a l'air plutôt intelligent. Je me suis tournée vers mon neveu. Écoute, tu peux obtenir une bourse complète ailleurs. Ce n'est peut-être pas aussi prestigieux que le MIT, mais j'ai construit ma carrière sans aller dans une école UP, tu peux le faire aussi. Le gamin m'a regardé avec un pur mépris. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé comme si j'étais de la terre sur sa chaussure. J'en ai fini avec lui, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Audrey, attends, m'a dit ma mère. Mais j'étais déjà en train de partir. Je les entendais crier derrière moi, mais je m'en fichais. J'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi. Les appels et les messages ont commencé ce soir-là. Mes parents me traitaient d'irresponsable, de sans cœur, d'égoïste. Ils m'ont dit que je devais agir en adulte responsable et aider les familles dans le besoin. J'ai ri quand j'ai lu cela, un adulte responsable? Où étaient les adultes responsables lorsque j'ai eu besoin d'aide à 18 ans? Où étaient-ils lorsque je travaillais à temps partiel pour acheter mes manuels scolaires? J'ai bloqué leur numéro et j'ai continué ma vie. Je suis allée travailler, j'ai rendu visite à ma tante, j'ai profité de mon existence tranquille, sans drame. Ma tante et moi avons parlé de ce qui s'était passé. Je pense que tu as bien fait, m'a-t-elle dit. Ils ne t'ont jamais aidé quand tu en avais besoin. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que je leur dois quelque chose. Ils m'ont clairement fait comprendre il y a 15 ans que je devais me débrouiller seule. Certaines personnes ne se souviennent que de ce qui les arrange, a dit ma tante. 2 semaines plus tard, je travaillais chez moi lorsque quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 policiers. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai ouvert la porte. Êtes-vous Audrey Clark? Oui. Nous devons vous poser quelques questions sur un vol. Vos parents ont porté plainte pour le vol d'une somme de $5000 à leur domicile. Ils les gardaient dans une boîte au 2e étage. Le vol a eu lieu après votre récente visite. J'ai eu l'impression que le monde tournait. Je n'ai pas pris d'argent. Je n'ai pas besoin de leur argent, j'en gagne beaucoup par moi-même. Nous avons reçu une information anonyme selon laquelle vous avez pris l'argent et qu'il est caché dans votre voiture. C'est impossible, vous pouvez fouiller ma voiture si vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes descendus dans le parking. J'ai ouvert les portes de ma voiture et j'ai ouvert le coffre. L'agent a fouillé attentivement, puis l'un d'eux a passé la main sous mon siège arrière et en a sorti un sac en plastique contenant de l'argent bien enveloppé. Ce n'est pas à moi, ai-je dit en regardant le sac avec stupéfaction. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Il faut que vous veniez avec nous au commissariat. Au commissariat, j'ai tout expliqué. Je leur ai parlé du conflit familial, du fait que j'avais refusé de payer l'université de mon neveu, des années d'éloignement. J'ai dit que je n'avais aucune raison de voler de l'argent à des gens à qui je parlais à peine. L'agent a semblé me croire. Je n'avais pas de casier judiciaire et mon histoire était cohérente. Ils m'ont laissé partir mais m'ont demandé de ne pas quitter la ville. J'ai immédiatement essayé d'appeler ma mère, en débloquant son numéro. Elle m'a crié, « Tu es une voleuse. Maintenant, je sais comment tu gagnes ton argent, en volant les autres. » Elle m'a raccroché au nez. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, ma voiture étant toujours tenue comme pièce à conviction. Dès au retour à mon appartement, je me suis souvenu d'une chose importante. Il y a quelques mois, j'avais installé une dashcam dans ma voiture, qui enregistrait à la fois l'intérieur et l'extérieur du véhicule. J'ai accédé aux images en ligne et j'ai fait défiler les derniers jours. Et là, c'était clair comme de l'eau de roche, il y a 3 jours, quelqu'un était entré dans ma voiture et avait placé quelque chose sous le siège arrière. C'était mon neveu. J'ai regardé fixement l'écran de l'ordinateur et j'ai vu mon neveu s'introduire dans ma voiture. Les images étaient claires comme de l'eau de roche,
il a utilisé une sorte de dispositif électronique pour désactiver l'alarme et déverrouiller les porte-points et elle a ensuite glissé le sac d'argent sous le siège arrière et est partie. J'ai immédiatement appelé un taxi pour qu'il me ramène au poste de police. J'ai apporté mon ordinateur portable avec les images de la dashcam. Officier, j'ai des preuves qui vont éclaircir cette affaire, ai-je dit en arrivant. Je leur ai montré la vidéo, ils l'ont regardée 2 fois. Examinant chaque détail. L'un d'eux a déclaré, c'est assez clair. Le gamin a manifestement placé l'argent pour vous piéger. Toutes les charges contre vous ont été abandonnées. Nous aurons une conversation avec votre neveu. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Nous allons l'emmener pour l'interroger. Il s'agit d'un crime grave, dépôt d'un faux rapport de police, tentative de piéger quelqu'un, vol au détriment de ses propres grands-parents. Il a 18 ans, il sera inculpé comme un adulte. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse, le soulagement d'avoir été innocenté, mais la tristesse d'en être arrivé là. Le lendemain, j'ai reçu un appel me demandant de revenir au poste. Lorsque je suis arrivé, mon neveu était assis sur une chaise et avait l'air malheureux. Le regard méprisant qu'il m'avait lancé chez mes parents avait disparu. Maintenant, il avait l'air d'un enfant effrayé. Dites-lui ce que vous nous avez dit, a dit l'un des officiers. Mon neveu a levé les yeux vers moi. J'ai fabriqué un appareil capable de pirater les systèmes de sécurité des voitures. Je l'ai utilisé pour entrer dans votre voiture et y placer l'argent. Pourquoi? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Parce que tu ne voulais pas m'aider à aller à l'université. J'ai pensé que si je te mettais dans le pétrin, tu changerais peut-être d'avis. Ou peut-être que mes grands-parents verraient quel genre de personne tu es vraiment. Je secoue la tête. Alors tu as volé de l'argent à tes propres grands-parents et tu as essayé de me faire porter le chapeau? J'allais te le rendre après ton arrestation, a-t-il dit calmement. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu as commis plusieurs crimes. À ce moment-là, mes parents ont franchi la porte du poste de police. Ma mère pleurait, mon père avait l'air paniqué. S'il vous plaît, ne portez pas plainte, a supplié ma mère. Ce n'est qu'un enfant. Il a agi sous le coup de l'émotion. Il a 18 ans, ai-je dit, c'est un adulte, et il est manifestement assez intelligent pour fabriquer des appareils électroniques capables de pénétrer dans les voitures. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mon père m'a pris le bras, Audrey, s'il te plaît. Il est de la famille, il a fait une erreur. Une erreur? J'ai retiré mon bras. Il a systématiquement planifié de détruire ma vie. Il t'a volé, a menti à la police et a essayé de me faire arrêter. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Ma mère est tombée à genoux, je vous en supplie, ne gâchez pas son avenir à cause de ça. Je les ai tous regardés, ma mère en pleurs, mon père désespéré, mon neveu qui ne pouvait même plus me regarder. J'ai pensé à ce qu'il m'avait fait il y a 15 ans. À la façon dont il m'avait abandonné au moment où j'avais le plus besoin de mais j'ai aussi pensé au genre de personne que je voulais être. Voulais-je être comme eux, cruelle et prédictive? Ou voulais-je être meilleure? Je vais porter plainte, ai-je finalement déclaré. Mes parents ont eu l'air soulagés, mais je n'avais pas fini. Mais je veux que les choses soient très claires. Je coupe officiellement tout contact avec cette famille. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Et si vous essayez de me contacter, si vous vous présentez à mon appartement, si vous m'impliquez dans vos problèmes de quelque manière que ce soit, je changerai d'avis sur le fait de porter plainte. Vous comprenez? Mon père a acquiescé rapidement, ma mère pleurait toujours. Je me suis tournée vers mon neveu, et toi, ne t'approche pas de moi. Je ne te connais pas, je ne veux pas te connaître, et si tu t'approches encore de moi? J'appelle immédiatement la police. Je suis sortie de la gare et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Je me sentais vidée. C'était fini, mais je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais juste fatiguée. Les semaines suivantes, je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. C'était paisible. J'ai repris mon train-train habituel, je travaillais, je rendais visite à ma tante, je profitais de ma vie tranquille. Puis un jour, j'ai reçu un message sur les médias sociaux. Il venait de Sarah. Tu es un salaud cruel et sans cœur. Mon fils aurait pu aller au MIT et faire quelque chose de sa vie, mais tu as détruit son avenir parce que tu es trop égoïste pour aider ta famille.
Tu es une merde ingrate qui se croit meilleure que les autres. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai répondu, ton fils a essayé de me faire accuser de vol parce que je ne voulais pas payer ses études. Et tu me traites d'ingrate? Tu es une voleuse qui a volé l'argent de son propre enfant pour s'enfuir avec un inconnu rencontré sur Internet. Au moins, j'ai gagné mon argent honnêtement. Elle m'a bloqué immédiatement après. J'ai montré la conversation à ma tante lorsque je lui ai rendu visite. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait eu le culot de vous contacter après ce que son fils a fait, m'a dit ma tante. Elle est comme les autres, elle pense que le monde lui doit quelque chose. Tu es d'accord avec la façon dont les choses se sont passées? J'ai réfléchi. Oui, je pense que oui. J'en ai fini avec eux. Je leur ai donné une chance d'être des gens corrects, et ils m'ont montré exactement qui ils étaient. Je suis mieux sans eux. Ma tante m'a serré la main. C'est vrai. Tu as toujours été meilleur qu'eux. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement, mon bel appartement que j'avais acheté avec mon propre argent, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Je n'avais plus à m'inquiéter des drames familiaux. Je n'avais plus à me demander s'ils allaient m'appeler pour me demander de l'argent ou des faveurs. Je n'avais plus à porter la blessure et la colère d'il y a 15 ans, j'étais libre. J'ai pensé à mon neveu et à la question de savoir s'il finirait par aller à l'université. Une partie de moi espérait que ce serait le cas, mais pas à mes dépens. Une partie de moi espérait qu'il avait appris quelque chose de tout ce gâchis. Mais surtout, j'espérais qu'il resterait loin de moi. Cela fait 3 mois que tout s'est passé avec ma famille, et je peux honnêtement dire que ces 3 mois ont été les meilleurs de ma vie depuis des années. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas d'appels téléphoniques inattendus demandant de l'argent ou des faveurs. Je me suis investi plus que jamais dans mon travail. L'entreprise de logiciels pour laquelle je travaille vient de décrocher un énorme contrat avec un géant de la technologie. Et je dirige l'équipe de développement de leur nouveau protocole de sécurité. L'ironie du sort m'échappe. Je conçois des systèmes destinés à empêcher exactement le genre d'effraction électronique que mon neveu a commise sur ma voiture. Et la semaine dernière, mon patron m'a pris à part pour me dire que j'allais être promu, architecte logiciel senior, avec une augmentation de salaire de 40%. J'ai travaillé comme un fou pour obtenir cette promotion, et c'est formidable d'être reconnu pour mes compétences réelles au lieu d'être jugé pour ce que je ne ferai pas pour des gens qui ne m'ont jamais soutenu. Ma tante et moi passons plus de temps ensemble. Elle est comme une vraie mère pour moi, et j'ai réalisé à quel point j'apprécie d'avoir au moins un membre de ma famille qui se préoccupe réellement de mon bien-être. Nous allons dîner ensemble chaque semaine et elle me pose toujours des questions sur mon travail, ma vie, mon bonheur. Et non sur ce que je peux faire pour les autres. Dimanche dernier, au cours d'un brunch, elle m'a dit, tu as l'air différent. Plus légère, en quelque sorte. Elle avait raison, je me sens plus légère. C'est comme si j'avais porté ce lourd sac à dos rempli de culpabilité et d'obligations pendant 15 ans, et que j'avais enfin pu le poser. J'ai beaucoup pensé à mon neveu ces derniers temps. Non plus avec colère, mais avec une sorte de pitié. Il est manifestement intelligent, construire un dispositif capable de pirater les systèmes de sécurité des voitures n'est pas à la portée de n'importe qui. Mais il a utilisé cette intelligence pour essayer de détruire la vie de quelqu'un au lieu de construire son propre avenir. Je me suis demandé s'il avait pu aller à l'université. Il y a quelques semaines. La curiosité a pris le dessus et j'ai fait quelques recherches sur Internet. J'ai découvert qu'il avait fini par s'inscrire à l'université d'État située à environ 1 heure de la maison de mes parents. Ce n'est pas le MIT, mais c'est une école décente avec un bon programme d'informatique. Il bénéficie probablement d'une aide financière, car mes parents n'ont certainement pas les moyens de payer ses études. Une partie de moi se sent malheureuse qu'il n'ait pas pu aller dans l'école de ses rêves. Mais ensuite, je me souviens de ce qu'il m'a fait, et je me rappelle que les actes ont des conséquences. Il a fait ses choix. J'ai aussi appris par ma tante que Sarah était revenue. Apparemment, son petit ami sur Internet l'a larguée après qu'elle se soit retrouvée à court d'argent, et elle s'est présentée à la maison de mes parents sans un sou et désespérée. Ma tante l'a appris par un voisin qui a assisté à la scène dramatique de l'arrivée de Sarah. D'après ce que j'ai compris, mes parents l'ont accueillie chez eux, bien sûr. Sarah a toujours été l'enfant chéri, quoi qu'elle fasse. Elle peut voler son propre fils, l'abandonner, dépenser l'argent de ses études pour un inconnu, et être accueillie à bras ouverts. J'avais l'habitude d'être en colère contre ce double standard. Aujourd'hui, j'ai de la peine pour toutes ces personnes.
Elles sont coincées dans ce cycle toxique et ne parviennent pas à s'en libérer. Ma vie professionnelle se passe si bien que j'envisage de créer ma propre entreprise de conseil. J'ai suffisamment d'argent de côté, de nombreux contacts dans le secteur, honnêtement, j'en ai assez de travailler pour les autres. Je veux construire quelque chose qui m'appartienne complètement. J'ai esquissé des plans d'affaires pendant mon temps libre. Je pourrais me spécialiser dans la cybersécurité pour les petites entreprises, il y a un énorme marché pour cela, et après tout ce qui s'est passé avec mon neveu, je suis encore plus passionnée par l'idée d'aider les gens à se protéger contre les crimes électroniques. Ma vie sentimentale s'est également améliorée. J'ai rencontré un certain Marcus lors d'une conférence technique le mois dernier. Il est ingénieur logiciel dans une start-up et il a une personnalité calme et stable que je trouve vraiment attirante. Nous sommes sortis ensemble plusieurs fois et il n'a rien à voir avec le chaos dramatique de ma famille. Lorsque je lui ai dit que j'avais coupé les ponts avec mes parents et mes frères et sœurs, il n'a pas essayé de me convaincre de me réconcilier avec eux ou de me dire que la famille est tout. Et elle m'a simplement dit, ça a dû être très dur, mais il semble que tu aies pris la bonne décision pour toi. C'est à ce moment-là que j'ai su que je l'aimais bien. Il comprend. Il comprend que s'éloigner est parfois la chose la plus saine à faire. Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Je n'ai plus peur de ce que ma famille pourrait attendre de moi. Je ne me sens plus coupable de ne pas être la fille, la sœur ou la tante parfaite. Je ne me demande plus si je dois tendre la main ou essayer d'arranger les choses. J'en ai fini d'essayer d'arranger des choses qui n'ont jamais été de mon ressort. Parfois, je me demande si mon neveu a appris quelque chose de ce qui s'est passé. J'espère que oui. J'espère qu'il comprendra que ce n'est pas en essayant de détruire les autres qu'il réussira. J'espère qu'il se concentrera sur ses études et qu'il fera quelque chose de bien de sa vie. Mais surtout, j'espère qu'il ne s'approchera pas de moi. J'ai suivi une thérapie moi aussi. Non pas parce que je suis en train de m'effondrer ou quoi que ce soit d'autre, mais parce que je voulais digérer tout ce qui s'est passé et m'assurer que j'allais de l'avant d'une manière saine. Mon thérapeute dit que je fais preuve d'une résilience et d'une conscience de soi remarquable. Vous vous êtes essentiellement élevée toute seule, m'a-t-elle dit. Vous avez compris comment réussir, comment être indépendante, comment fixer des limites. Ce n'est pas facile quand on n'a pas de bon modèle. Elle a raison. Je me suis élevée toute seule. J'ai appris par moi-même à quoi ressemblent des relations saines, ce que sont les limites, ce que je mérite de la part des gens qui font partie de ma vie. Il m'a fallu 33 ans pour le comprendre pleinement, mais j'y suis arrivée. Je suis fière de l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Je suis fière de l'appartement que j'ai acheté, de la carrière que j'ai bâtie, de la vie que je me suis créée. Je suis fière de m'être éloignée de la toxicité au lieu de la favoriser. Je suis fière d'avoir choisi ma propre paix plutôt que leur drame. Et surtout, je suis fière d'avoir brisé le cycle. Je ne suis pas comme eux. Je n'utilise pas les gens, je ne les manipule pas, je n'attends pas d'eux qu'ils résolvent mes problèmes à ma place. Je prends soin de moi, je travaille dur et je traite les gens avec respect. C'est la différence entre moi et ma famille. Ils prennent, je donne, ils blâment, j'assume, ils attendent, je gagne. Je suis enfin libérée de tout cela et je ne reviendrai jamais en arrière. En regardant vers l'avenir, je ne vois que des possibilités. Ma carrière décolle, je noue des relations enrichissantes, je suis en bonne santé, heureuse et en sécurité. Je n'ai pas besoin de leur approbation ou de leur présence dans ma vie. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je les construis moi-même.